Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Bavardage et aujourd'hui je reçois, on va l'appeler comme ça, Monsieur Argent, Monsieur Finance, c'est Christian. Bonjour Christian, merci pour Bon- ton temps Bonjour Lucas, merci de ton invitation. et avec grand plaisir. Moi je te suis depuis quelques temps maintenant, j'ai déjà vu que tu avais donné pas mal de conférences, tu fais aussi beaucoup de formations en ligne sur la thématique de l'argent, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui, mais surtout ce qui intéresse les gens, comment est-ce que tu en es arrivé là? D'accord, volontiers. Alors, je suis suisse déjà, économiste de formation et j'ai travaillé longtemps dans une grande banque. Donc, j'ai effectivement eu beaucoup à faire à l'argent, surtout que j'étais 17 ans conseiller en placement financier. Donc, moi, j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et j'ai changé de métier, complètement de métier en 2007. J'ai commencé à faire du coaching à l'intérieur de la banque, entre autres, accompagnement sous différentes formes. Et en 2009, suite à la crise subprime, j'étais licencié. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'avais envie de faire, soit de m'occuper des êtres humains, parce que ma vraie passion, c'était les êtres humains. C'était pas l'argent, c'était pas les placements, mais c'était vraiment la qualité des relations qu'on peut avoir avec les êtres humains, comment on peut voilà, bien fonctionner ensemble. Et voilà, à ce moment-là, je me suis formé au coaching, je me suis formé à des approches systémiques, constellation systémique familiale, entre autres. J'étais un spécialiste de la communication non violente déjà, et la relation à l'argent est arrivée, je dirais, dans la foulée, parce que j'avais la chance de connaître Peter Koenig, qui est un gars qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, des années 80-90, et j'étais moi-même son organisateur pendant quelques années. Donc, au fond, par rapport à ce que tu dis, donc peut-être oui, j'ai écrit et coécrit 3 livres, Ce que l'argent dit de vous, Enfin libre d'être soi-même et Un défi des 100 jours avec Lilou Massé sur libérer son rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance, je crois. Mais au fond, ce que tu dis, Monsieur Argent, c'est pas tout à fait ça parce que moi, ma spécialité, c'est vraiment la relation à l'argent. Donc vraiment la relation entre l'être humain et l'argent. Je veux dire, l'argent tout seul, en tant que tel, je trouve, n'a pas d'intérêt. Par contre, la relation entre l'humain et l'argent a beaucoup d'intérêt. Pour moi, c'est une super porte d'entrée. Et au fond, les finances, tu as, alors bien sûr, il y a des propres finances que, comme tout entrepreneur, je regarde, je suis au courant. Mais si je dirais les finances dans le sens des placements, j'ai vraiment perdu tout intérêt pour cela, en tout cas des placements classiques. Je cherche plutôt des placements un peu originaux, qui ont du sens, qui contribuent à quelque chose de positif. C'est plutôt ces placements-là qui m'intéressent aujourd'hui. Et puis D'accord. enfin, peut-être juste pour terminer, j'interviens donc dans 5 pays, donc en Europe francophone et au Québec, au Canada, et puis également autant dans des milieux professionnels pour des patrons d'entreprise, des associations professionnelles, même pour des gagnants de l'euro-million, et également pour des particuliers, monsieur tout le monde, je dirais qu'il y a aussi des ateliers. Donc, le mon public est très, très vaste parce que le thème de la relation à l'argent touche tout le monde. D'accord. C'est super. Donc, moi, comme tu le sais, aujourd'hui, je suis à la recherche d'entrepreneurs optimistes et c'est pour ça que je voulais faire l'interview avec toi. Ma première question, c'est quelle est la relation qu'ont les gens avec l'argent quand tu rencontres comme ça des personnes, puisque tu es sur cinq pays différents, quelle est leur relation dans un premier temps avec l'argent? Alors, bon, déjà, le problème de la relation à l'argent, c'est que la grande majorité des personnes n'ont pas conscience d'une relation à l'argent parce que dans les 5 pays, ça reste un sujet tabou, voire même franchement très tabou en France. Et autrement dit, tu as le fait qu'on ne parle pas de ce thème-là, que c'est comme s'il n'existait pas. Et comme je le dis souvent, notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et en fait, c'est ça le gros piège. Je donne juste 2 exemples. Le nombre de personnes qui sont dans un emploi qui ne leur convient plus et qui n'osent pas en sortir pour se lancer dans un projet de cœur par peur des conséquences financières, que ça ne marche pas avec l'argent, etc. Donc on voit déjà que, et c'était mon cas pendant très longtemps, donc je connais bien ce truc-là. Et après, il y a ceux qui se lancent dans un projet de cœur et au fond, qui ne sont pas à l'aise pour poser des prix, qui ne sont pas à l'aise pour valoriser leurs prestations, ça parle déjà de leur relation à l'argent. Et au fond, ils vont galérer financièrement. Donc, toi, juste dans ces 2 exemples-là, on touche déjà pas mal de personnes. Donc, la relation à l'argent des uns et des autres, elle peut être très différente. Il y a plusieurs dire, catégories de formes de relation à l'argent, mais il y a ceux qui ont plutôt tendance à vouloir économiser de manière un peu frileuse, dans le sens d'un parti d'un droit de peur. Il y a ceux qui sont plutôt un peu dédaigneux, je dirais, ou qui ont tendance un peu à rejeter les histoires financières, qui les repoussent parce que pas d'intérêt, ou voire on a tellement mieux à faire que ça, mais au fond, les histoires d'argent les rattrapent quand même. Donc, je dirais, ça, c'est très, très généralisé. Il y a beaucoup plus à dire, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des entrepreneurs qui n'ont pas de succès car ils ont cette crainte aussi de l'argent? Est-ce qu'ils ont peur, peut-être, je ne sais rien, des fois je dis, il y en a qui ont peur de trop bien réussir et d'avoir trop d'argent, etc. Est-ce que tu as déjà croisé des gens comme ça? Oui, très clairement.
très clairement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des entrepreneurs, une partie qui ont tendance à ce que j'appelle moi les saboteurs. Les saboteurs, c'est ceux qui inconsciemment ont tendance à garder l'argent à distance. C'est-à-dire que je prends un deux exemples, ils ne facturent pas, ils ne contrôlent pas les entrées d'argent ou ils font des devis avec des prix trop bas par rapport au travail qui est fait. Donc, ils peuvent être très talentueux dans ce qu'ils font, mais je dirais très, entre guillemets, bordélique dès qu'il s'agit d'argent, peut-être pas voilà, précautionneux dans le sens de faire ce qu'il faut, tu vois, pour attirer l'argent à eux. Et au fond, oui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font des choses, qui font du bon travail, mais au fond, ils font un bon travail et en même temps, je dirais leur piège, c'est qu'ils ont tendance à garder ça un peu petit, tu vois. Ils pourraient avoir plus de succès, ils pourraient ouvrir plus gros, ils ont plus à offrir que ça. Et au fond, ils se contentent de petits parce que pour plein de raisons, dans leur histoire familiale, ils se sont vus comme petits et comme n'ayant pas le droit, en quelque sorte, d'être dans leur pleine grandeur, leur plein D'accord. potentiel. D'accord, donc il y a vraiment une croyance limitante par rapport à ce côté argent. Ouais. Et quel conseil est-ce que, je sais pas, peut-être en une ou deux étapes, quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un qui nous regarde ici et qui a peut-être justement cette crainte de l'argent? Comment est-ce qu'on peut justement libérer ça? Ouais, si tu veux, alors bon, comment libérer, c'est un peu plus complexe parce que les situations elles sont très différentes des uns et des autres, donc il n'y a pas, je dirais, une formule magique, mais en tout cas, peut-être les premiers pas, c'est déjà de prendre un temps pour s'observer, parce qu'une fois, on n'en parle pas, tu vois, de s'observer, parce qu'on peut s'observer dans tellement de domaines différents. On peut s'observer dans le privé, c'est-à-dire, tiens, comment est-ce que c'est quand je discute argent avec ma partenaire de vie ou avec mes enfants ou en famille? Comment est-ce que c'est quand je reçois une facture? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur? Comment est-ce que c'est quand je vais faire des courses, des achats? Est-ce que je regarde le prix comme priorité ou est-ce que je regarde la qualité? Est-ce que je suis capable de me faire plaisir avec des achats ou au contraire, dès qu'il s'agit de moi, j'achète toujours un truc bon marché, par exemple? Tu vois, où c'est que il y a la place de l'argent ou que je fais des dépenses? Est-ce que je suis tendu ou est-ce qu'au contraire, je suis très dépensier, un peu compulsif et des moments, je me lâche, même de manière d'être un peu irraisonnable. Quand je vais au restaurant, qu'est-ce que je regarde sur la carte? À quel moment je regarde le prix? Est-ce que c'est prioritaire ou est-ce que je regarde d'abord à me faire plaisir, regarder ce qui est sain pour moi? Voilà. Et puis dans le professionnel, effectivement, dès qu'il s'agit de parler d'argent avec des collaborateurs, des partenaires, je suis à l'aise ou pas. Dès qu'il s'agit de fixer le prix, est-ce que j'arrive à mettre des prix qui honorent pleinement ce que je fais, par exemple? Est-ce que j'ai de la facilité à facturer ou est-ce que je retarde toujours ce moment-là? Est-ce que j'aime aller mettre mon nez dans les comptes ou au contraire, je joue l'autruche, je ne veux pas savoir ce qui se passe? Enfin, tu vois, je pourrais encore continuer un moment, mais tu as toute une série d'exemples et ça, c'est ce qui est dans le pratique. Mais après, il y a tous les moments où on pense argent dans notre tête, ou avec des craintes, où on imagine le pire, le futur, machin, sans qu'on soit en train de rien faire avec l'argent. D'accord. Mais moi, écoute, j'étais, moi, je pense, de ces personnes-là qui avaient, pas qui n'avaient, j'avais peur des chiffres, en fait. Peut-être pas de l'argent, mais Mhm. des chiffres, etc. Et c'est vrai que Mhm. récemment, j'ai eu un petit déclic où, en fait, j'ai vu ça comme un jeu. Où maintenant, Mhm. bah, l'argent n'était pas en soi de l'argent que j'avais, mais c'était mettre des objectifs et des paliers à atteindre pour évoluer. Est-ce que ça, c'est une des choses que tu conseilles aussi pour un peu améliorer cette relation à l'argent? C'est de le voir non pas comme une fin en soi, mais comme, comment dire, une énergie, comme quelque chose qui peut nous aider à atteindre vraiment ce qu'on a envie de devenir. Alors, je dirais, en tout cas, pas comme une fin en soi, on est bien d'accord, parce que chaque fois qu'on le voit comme une fin en soi, il y a forcément des tensions, puisque je veux arriver à quelque chose qui doit prouver quelque chose. Donc, ça veut dire que ça cache autre chose là, derrière cette volonté-là. Je n'utiliserai pas le mot énergie, enfin, ou alors on dit que tout est énergie, y compris mon ordinateur, ma table et les post-it derrière toi, et l'argent est aussi énergie. Après, l'argent peut fonctionner comme une énergie, mais quand je dis l'argent est énergie, je dis oui, si tout est énergie, je veux bien. Mais en général, on dit souvent que l'argent est énergie, mais on ne dit pas que les post-it et l'ordinateur est énergie aussi. C'est pour ça que pour moi, c'est déjà un peu biaisé. Et euh, je ne sais plus par rapport à ton exemple, j'ai perdu le fil de ce Le que tu as jeu, en dit. fait, voir ça comme un Ah, peu. oui, oui. Alors, si tu veux, euh, bien sûr qu'on peut voir ça comme un jeu, mais au fond, ce qu'il y a de très paradoxal que je vois, parce qu'au fond, les comportements de l'argent sont très, très irrationnels. Ça, je le vois sans arrêt. À l'époque que j'étais à la banque, j'ai vu des multimillionnaires avoir peur de manquer pratiquement tous les jours, malgré des millions, tu vois, aller sans arrêt regarder sur leur compte, tu vois. Donc, c'est absolument pas rationnel du tout, et leur peur et leur comportement. Je vois des gens qui sont dans des situations financières très compliquées et qui rejettent le plus tard possible le moment d'aller voir sur leur compte. Donc là où eux devraient aller voir pour savoir ce qui est raisonnable de faire ou pas, ils n'y vont pas. Donc tu vois à quel point, à travers ces deux extrêmes-là, il y a toute une série, bien sûr, d'autres exemples, mais pour dire que au fond,
L'argent, ben, c'est quelque chose de, je dirais, de pratique qui a été créé aujourd'hui pour nous rendre la vie plus facile. Parce que de travailler avec cet intermédiaire argent entre acheteurs et vendeurs, c'est quand même bien plus pratique et tellement facilitateur que si on devait chaque fois commencer à trouver, à troquer tout ça. Donc déjà, souvent, je dis, au fond, il y a deux choses. Moi, j'ai amené à revoir l'argent pour ce qu'il est et puis de reprendre le pouvoir que nous avons donné sur l'argent. À mon avis, la plupart des êtres humains ont donné du pouvoir à l'argent qu'il n'a pas. Mais nous l'avons donné ce pouvoir-là, donc comment le reprendre? Donc, après, encore une fois, si ça peut être fixer des objectifs comme un jeu, c'est bien, parce qu'il y a bien des personnes qui vont dire, ah non, mais l'argent, l'argent, ça représente ma valeur. Autrement dit, plus je gagne d'argent, plus j'ai de valeur. Je leur dis, OK, donc Donald Trump doit être l'exemple formidable que tout le monde doit avoir envie d'envier, puisqu'il doit avoir une valeur formidable avec tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il a comme argent. Quand les gens ils me regardent, en général, ils disent, ah, pas vraiment, tu vois. Donc, et alors, à l'inverse, l'abbé Pierre doit pas avoir de valeur parce que il avait. Tu vois, donc, à un moment donné, de voir qu'est-ce que ça cache. C'est vraiment ça le titre de mon premier livre, ce que l'argent dit de vous, c'est qu'est-ce que cachent les comportements à l'argent. En fait, l'argent fait partie de l'avoir, puisqu'on utilise l'argent, même si c'est devenu virtuel, de l'argent pour acheter des choses. Mais au fond, l'argent parle de notre être, tu vois, de notre être incomplet et de ce que nous nous autorisons pas, des croyances limitantes, enfin, de plein de choses différentes comme ça qui se manifestent dans notre rapport à l'avoir. D'accord. Et là, imaginons qu'une personne nous regarde, elle vient de se lancer comme indépendant, elle vient Mhm. d'envoyer ses premiers devis et elle essaye allez, de casser ses prix absolument. Qu'est-ce que tu répondras à cette personne et comment est-ce que tu pourrais l'aider à avoir Mhm. une juste valeur par rapport à ce qu'elle peut proposer? Parce qu'on en Oui. voit des fois qui proposent des offres à 10 000 euros, il y en a à 15 000, 50 000 et puis il y en a qui sont à 100, 200 euros. Mhm. Comment est-ce qu'on peut trouver ce juste milieu quand on se Oui. lance? Alors, déjà, ce qui est important de voir, c'est que chaque fois que je fais des choses à partir d'un endroit de peur, au fond, je ne prendrai pas les bonnes décisions. Et les gens qui mettent des prix très bas, souvent, c'est un, j'ai peur de ne pas avoir de clients, par exemple, ou deux, j'ai peur du regard des autres. J'ai peur que si je mets des prix trop hauts, qu'on me dit que c'est injuste parce que tout le monde n'a pas accès à mes services, que c'est du vol, ou je ne sais pas quoi, que je suis un profiteur, enfin, ce genre de choses-là. Donc, au fond, c'est la peur qui fait qu'on met des prix bas. Et mon expérience, ça montre quoi? Ça me montre que ceux qui mettent des prix bas n'ont pas forcément du succès pour autant. Ce n'est pas parce qu'on a mis du prix bas que les gens vont se précipiter vers vous. Ou alors, tu vas attirer juste les gens qui regardent le prix et pas autre chose. Moi, les gens qui regardent que le prix ne m'intéressent pas. Parce que s'ils ne regardent pas la qualité de ce qu'il y a derrière, s'ils ne regardent pas le feeling qu'on a avec la personne dans le cas de service, ça ne m'intéresse pas de travailler avec ces gens-là. Tu vois. D'accord. Donc, au fond, quand on met un prix, il y a deux choses. Je dis souvent quand on doit nommer un prix, surtout quand on a quelqu'un qui est en face, c'est encore plus intéressant parce qu'on est vraiment confronté. Tu vois, si j'étais là en face de moi et que je vais nommer un prix, je dis, il y a deux signaux qui nous montrent si on est bien aligné. Le premier, c'est quand je nomme le prix, est-ce que je peux continuer de te regarder dans les yeux ou est-ce que je détourne le regard, je regarde le sol ailleurs parce que je n'arrive pas à, à garder ton regard en face. Tu vois, donc, il y a déjà de la gêne. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je nomme un prix ou moi je nomme un prix, est-ce que je suis en train de justifier le prix alors qu'on ne m'a rien demandé comme justification? Ça parle aussi de ma gêne. Et c'est vrai que peut-être un truc, ça peut être déjà de de se mettre devant un miroir et puis dire voilà, mon activité, ça vaut tant, mais même pour commencer, tu peux mettre ton prix au x5 ou x10, tu vois, pour t'habituer à ça et vraiment de te regarder, voilà, de te regarder nommer ça jusqu'à que tu sois à l'aise de le faire. D'accord. Est-ce que le fait de le noter, d'avoir genre un genre de catalogue papier, parce que souvent j'ai déjà vu des personnes qui faisaient ça, qui n'osaient pas dire le prix, mais qui tendaient le catalogue comme tu auras un menu au restaurant qui Hein. indique le prix. Est-ce que ça peut être aussi un des exercices pour faciliter le fait de donner son juste prix ou... Alors, oui, éventuellement, mais en même temps, je veux dire, c'est encore un moyen d'éviter ce que j'ai envie d'éviter. C'est-à-dire que c'est d'avoir une. Parce qu'au fond, ce qui est important, si tu veux, c'est de avoir une discussion franche, tu vois. Parce que des fois, si on fait ça, c'est la même chose si on me. Je prends un exemple, si on me dit, tiens, j'aimerais vous faire venir en conférence, c'est combien de conférences? Je dis, écoutez, on en parle. Moi, je ne donne pas un prix comme ça, parce que j'ai envie qu'il y ait un vrai échange. Je ne suis pas juste un prix. Tu vois, je suis beaucoup plus que ça. Et dans l'échange, on va pouvoir voir tiens, comment l'autre se positionne, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. On va avoir un vrai dialogue qui va être apprenant. Et peut-être que l'autre va peut-être comprendre mon prix qu'il ne comprendra pas si je lui balance juste un chiffre. C'est pour ça que je favorise toujours le dialogue pour comprendre peut-être ce qu'il y a derrière aussi tout ça et pourquoi il y a ce prix-là et qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois, il y a un moment donné, donc, je trouve que tous ces moyens qui empêchent le vrai face-à-face, ça reste encore, or c'est peut-être mieux que rien dans un premier temps, mais ça reste encore
des moyens de ne pas se trouver confronté à cette réalité-là. Donc, moi, je préfère proposer en tout cas déjà d'essayer, de tester. Et puis, si tu veux, si au moment où je dis le prix devant toi, puis je vois que je suis gêné, je peux prendre un temps après pour me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette gêne? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je peux changer, transformer pour l'être déjà un peu moins la fois d'après? Est-ce que le syndrome de l'imposteur peut rentrer en compte là-dedans aussi? De Très ne pas clairement. réussir à mettre sa juste valeur par rapport à ce qu'on peut apporter? Est-ce que ça, tu aurais un exercice peut-être concret qu'on pourrait avoir pour se dire, ben, alors, il y en a qui disent qu'il faut proposer quelque chose en montrant la promesse, en disant, ben voilà, ici c'est un investissement de 2000 euros, mais derrière, vous allez peut-être en faire 6-7, quoi. Donc, est-ce que tu as déjà eu ce cas de gens qui se sous-estimaient? Alors, oui, oui, c'est très fréquent en fait. Les gens qui n'ont pas de problème avec l'argent, ils viennent pas me voir, tu sais. Donc, ceux qui viennent me voir, ils ont des problèmes. Donc, la notion de se sentir imposteur et illégitime, c'est très courant. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que très souvent, on se raconte des histoires pour se sentir illégitime et imposteur. Mais je dis, on se raconte des histoires, mais moi, je vais souvent voir la source des histoires. Pas l'histoire elle-même, c'est une chose, mais la source. Et je prends des exemples. Si tu veux, si je prends dans ma famille que j'étais un numéro 2, numéro 3, puis qu'il y en a d'autres qui, j'ai l'impression, selon ma perception, qui étaient préférés par rapport à moi, je pense que je n'ai pas vraiment droit, j'ai pas vraiment droit à une vraie place. Et puis, je vais me sentir souvent imposture illégitime parce que dès que je veux faire quelque chose d'un peu grand, parce que ce n'est pas la place que j'avais dans mon histoire. Tu vois. D'accord. Et surtout, les gens qui viennent après des enfants qui sont décédés, c'est encore bien pire, par exemple. Tu vois, c'est comme je suis l'enfant de remplacement, je n'ai pas une vraie place non plus. Donc, je trouve ces gens-là, enfin, s'il y a des événements comme ça, je suis pratiquement certain de retrouver des histoires comme ça après. Et il y a de multiples raisons pour ça. Et au fond, c'est quoi les histoires qu'on va se raconter? C'est je ne suis pas assez expérimenté, donc je vais mettre un prix bas. J'ai vu ça, je me suis formé au coaching. Tu vois, avant d'être certifié, on peut déjà faire des séances de coaching. On ne nous empêchait pas de faire des séances payantes, si tu veux. Mais certains faisaient des séances payantes, puis d'autres disaient ah ben non, je ne peux pas, je ne suis pas certifié. Et les mêmes personnes, le jour où ils sont certifiés, vont dire ah ben non, je ne peux pas mettre un prix haut, je n'ai pas d'expérience. Tu vois, on a toujours une histoire à se raconter. Mon ami Martin Latulippe dirait une histoire de merde à se raconter pour vraiment justifier quelque chose, tu vois. Donc, je vais toujours trouver quelque chose pour justifier que je n'accours pas de valeur. Donc, au fond, la question, c'est pas que je me justifie, c'est de faire qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à donner de la valeur à ce que je fais, alors que d'autres qui donneront peut-être pas plus de valeur que moi, eux, n'auront aucun problème. Donc, on voit bien que c'est de moi à moi que ça se passe et que les histoires que je raconte, ce ne sont que des histoires, ce n'est pas la réalité. Et peut-être effectivement que pour soutenir ça, d'après ce que tu dis, il est important d'aller voir, oui, en quoi ça contribue, en quoi ça peut contribuer ce que j'amène là. Alors, moi, je ne prétendrai jamais que si les gens mettent 2000, qu'ils en gagneront 6000, parce que c'est possible, ils en gagneront peut-être même plus, mais c'est peut-être pas possible et c'est peut-être pas ce qu'ils cherchent d'ailleurs. Mais par contre, si oui, si c'est possible, je peux mettre que ça peut permettre de casser des barrières limitantes qui vous empêchent de gagner plus d'argent. Oui, ça, c'est une réalité. Donc, si tu veux, je pense que c'est important de. Pas trop souvent, je vois des personnes. J'ai beaucoup de gens qui sont dans les métiers d'accompagnement parce que c'est une vraie problématique pour eux. Et au fond, tu vois, je fais une séance de Reiki, je fais une séance de sophrologie, une séance de je ne sais pas quoi, d'hypnose, c'est bien joli. Mais moi, ça ne me dit pas ce que ça permet. Et au fond, c'est souvent ça, c'est que les personnes n'arrivent pas à donner du goût, à de la valeur à leurs prestations. Ils n'arrivent pas à dire, tu vois, qu'est-ce que ça peut permettre potentiellement de travailler par cette méthode-là. Et c'est là, c'est ça qui va donner envie. Parce qu'au fond, moi, faire une séance de Reiki, je ne sais pas si ça me permet, je m'en fous, j'ai rien contre le Reiki, hein, mais là, pour donner un exemple. Et trop souvent, les gens, ils se barricadent derrière une méthode, CNV, PNL, analyse réactionnelle, machin, mais sans dire qu'est-ce que ça va permettre. Et là, des gens commencent à donner de la valeur. Et si j'arrive à donner de la valeur à ce que je fais, j'arrive plus facilement à mettre un prix qui justifie cette valeur-là. Donc, savoir exprimer sa promesse, en fait, la promesse qu'on Oui. propose à la personne. Oui. Toi qui as voyagé beaucoup, est-ce que tu remarques, parce qu'on remarque que c'est de la psychologie pure et dure, c'est des mentalités, Mhm. c'est des croyances, Mhm. est-ce que c'est partout pareil? Est-ce qu'on est tous les mêmes ou est-ce que justement, il y a, par exemple, le Canada, est-ce qu'il est plus ouvert à l'argent? Est-ce que c'est Mhm. comme Alors ici? écoute, quand je suis allé au Québec, j'avais un peu cette croyance en disant, tiens, ils sont à côté des États-Unis, donc ils doivent avoir le côté plus décomplexé des États-Unis, qui a un côté décomplexé plus, je dirais, relatif. Mais au fond, non. À ma surprise, à ma grande surprise, au fond, ils étaient comme les Européens francophones. Mais je vois deux choses, c'est qu'ils sont quand même bien imprégnés par les Français, qui ont beaucoup peur avec ça. Et puis, ils ont aussi eu quand même une très forte prédominance de la religion catholique pendant longtemps. Et le catholicisme, dans son message, c'était plutôt d'être pauvre qui était honorable que d'avoir de l'argent.
Donc, il y a quand même ce côté-là. D'ailleurs, ils ont une expression d'ailleurs, né pour un petit pain, donc né pour rien du tout. Je vais dire les rien du tout, c'est une expression très québécoise. Donc, ce n'était pas ce que je croyais. Donc, au fond, dans les, les, les points communs sont largement plus présents que les différences. Ok. Donc oui, c'est vraiment un problème d'humain en fait, hein, au final. Absolument, tout À, à fait. à part les Américains qui eux sont connus pour être un peu différents. Oui, mais si tu veux, tu vois, c'est intéressant de voir les Américains, c'est qu'eux ont beaucoup plus de facilité à parler d'argent, mais ils ont quand même beaucoup de complexes ou d'enjeux avec l'argent. C'est-à-dire que eux ont tendance à beaucoup associer argent et valeur. Donc en fait, je vais courir après l'argent parce qu'en fait, je cours après ma valeur. Et si je cours après ma valeur, c'est parce que on revient de soi à soi. Je n'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, donc je cherche à me donner de la valeur pour des choses extérieures, ce qui peut être mon salaire, la belle voiture, la belle maison. Mais chaque fois, tu vois, je cours après la mauvaise chose puisque mon problème il est intérieur. Je n'arrive pas à avoir un regard suffisamment positif sur moi qui fait que je me donne de la valeur et je vais chercher de la valeur à l'extérieur. Comme moi, j'ai couru après ma sécurité en allant, parce que j'avais plaqué ma sécurité sur l'argent. Autrement dit, j'essayais d'avoir de l'épargne, toujours plus d'épargne en pensant que ma sécurité dépendait de mon montant d'épargne. Et au fond, j'étais toujours aussi insécure, toujours aussi stressé, parce que mon problème était intérieur. Je manquais de sécurité intérieure en lien avec mon manque d'estime de soi, un manque d'amour de moi, un manque de confiance en moi. Donc, mon problème était intérieur et je cherchais une solution à l'extérieur. Et c'est ça le grand piège avec l'argent. C'est que la plupart des personnes ou cherchent une solution avec l'argent à l'extérieur pour essayer de compenser un problème intérieur, ça ne marche pas du tout. Ou certains rejettent l'argent, repoussent l'argent. Et je peux te dire, hein, il y a des gens qui m'écrivent des trucs pas très tendres des fois, parce que dès que tu dis le mot argent, il y a tout qui se dresse en eux. Et au fond, ça parle aussi de parties d'eux qu'ils n'aiment pas et qu'ils rejettent et qui vont les coller sur les gens qui parlent d'argent ou sur l'argent en général aussi. Qu'est-ce que tu penses de la phrase, je pense que c'est l'argent contribue au bonheur ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus la phrase exacte, mais Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il voilà. y contribue. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi, de cette phrase? Alors, la phrase première, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, c'est la phrase première, qui est très connue. Et après, les gens, en général, rajoutent mais il y contribue. Et je leur dis non, je ne suis pas d'accord parce qu'il manque un mot qui fait toute la différence. C'est mais il peut y contribuer. Et le peut est important parce que j'ai tellement vu de mon ancien métier de banquier, j'ai eu affaire à des gens plus fortunés que la moyenne. Je peux les garantir, ils ne sont pas plus heureux que la moyenne, très clairement. Je ne dis pas qu'ils sont plus malheureux, hein, mais ils ne sont pas plus heureux, même qu'ils ne manquent pas d'argent, pour la plupart en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu affaire à des gagnants de l'euro-million. Il ne suffit pas de gagner l'euro-million pour être heureux du tout. Je dis parce qu'au fond, toute une série des problèmes, il reste problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes de relations avec les enfants ou avec la famille. Enfin, voilà, le mal-être, c'est pas parce que je gagnais l'euro-million que j'ai de l'amour pour moi, de l'estime de moi, ça ne change rien du tout. Tu vois. Enfin, je dirais que voilà, je peux avoir plus de confort matériel, mais moi j'ai vu tellement de gens avoir tout le confort matériel et être dépressif, alcoolique, être en pétard avec leurs enfants, avec le temps. Au fond, le confort matériel te fait une belle jambe si tu n'es pas bien dans tes baskets. Si tu es déjà bien dans tes baskets et que tu as du confort matériel, tu peux être dans une pleine gratitude pour ça et tu en profites. Mais au fond, quand tu es malheureux au possible, ton confort matériel, il te fait une belle jambe, il te fait ni chaud ni froid. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, il peut y contribuer, mais ce peu, il y contribuera d'autant plus que tu es déjà bien de toi à toi. Tu vois. Et au fond, si tu cherches ça comme, regarde, ceux qui tout de suite, dès qu'ils ont un peu d'argent, vont s'acheter des belles bagnoles de sport pour se la péter, est-ce qu'au fond, ils sont heureux? C'est pas possible d'être heureux. Si j'ai besoin de prouver quelque chose aux autres, c'est bien parce qu'intérieurement, il y a du vide. Tu vois. Et il y avait une phrase je pense que c'est un Américain qui avait dit ça. Il y en a qui disent je préfère pleurer dans ma Lamborghini que de pleurer dans une Toyota. Et moi je dis la phrase c'est je préfère être heureux dans ma Toyota que pleurer dans ma Lamborghini parce que comme tu Bien dis, sûr. c'est pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent, je pense que c'est même des gens des fois qui sont même alors pas tous, mais plus tristes que d'autres parce que bah, pour avoir de l'argent, ils ont dû sacrifier leur famille, ils ont dû travailler comme des fous, etc. etc. Donc ouais, je rejoins tout à fait. Enfin, c'est très réducteur. Si tu veux. Encore une fois, on peut mettre du et. Hein. C'est possible d'être Tout à fait, oui. heureux en ayant de l'argent, mais ça passera par déjà être bien dans ses baskets au départ. D'accord. Aujourd'hui, tu as écrit 3 livres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je mettrai dans le Oui, lien de la description volontiers. la page. Est-ce que tu peux nous parler de tes livres? Oui, donc ce que l'argent dit de vous, c'est vraiment mon livre de base, mon livre référence sur la relation à l'argent. Les trois sont très bien vendus, sont des best-sellers aujourd'hui dans leur domaine. Et donc, il a été il est sorti en décembre 2015, donc il se vend toujours très très bien. Donc là, c'est un livre avec, j'ouvre sur beaucoup de thèmes. On va parler autant de ce qui se joue dans les divorces, dans les successions, de l'argent en famille, de l'argent dans le couple, l'histoire professionnelle. Et j'ai toute une série d'exercices également que je propose.
y compris un exercice qui est très important qui s'appelle Mon histoire avec l'argent, parce que nous n'arrivons pas au monde neutre avec l'argent, dans le sens qu'il y a toute l'histoire de la généalogie que nous portons et qui peut parfois bien nous influencer dans notre vie. Donc je partage tous ces exercices-là que je fais faire des ateliers, les gens peuvent les faire également. D'accord. Le deuxième livre s'appelle Enfin libre d'être soi-même, que j'ai écrit avec mon ami Evelyne Faniel, belge. Et là, on a ouvert, si tu veux, sur l'argent, mais beaucoup d'autres thèmes que l'argent, qui parlent de toutes nos ombres, toutes ces parties de nous que nous rejetons, soit parce que nous ne les aimons pas, mais au fond, elles nous influencent beaucoup, soit parce que nous pensons que nous n'y avons pas droit. Qu'est-ce qui fait que je pense que je n'ai pas droit d'être créatif, je n'ai pas droit d'être plein de succès, que je n'ai pas droit à des choses comme ça. Donc, on va aller voir tout ça. Et puis, tout ce que… Donc, au fond, on va voir tout ce qui fait qu'au fond de nous, on n'a pas créé d'unité, on a créé de conflits intérieurs et ces conflits intérieurs influencent notre vie à l'extérieur. Donc, c'est vraiment comment on peut se détacher du regard des autres. Pour moi, la plus grande liberté, c'est d'être détaché du regard des autres et j'oserais pleinement être moi-même. Et quel que soit ce que les autres en pensent, ça leur appartient, je ne le prends pas contre moi. Donc là, on ouvre sur plein de thèmes, c'est aussi plein d'exercices, c'est très pratique. Et le troisième livre avec Lilou Massé, donc le défi des 100 jours, donc comme son nom l'indique, c'est un travail sur 100 jours, donc qui est vraiment aussi très intéressant, qui demande certains qui demandent un engagement, parce que je vois que tout le monde n'arrive pas à garder cet engagement au quotidien. En tout cas, ceux qui le peuvent, en tout cas, ont eu de beaux résultats aussi. Et donc, sur 100 jours, chaque fois, il y a un exercice, mais qui peut être parfois, ça peut être faire un tableau de vision, par exemple, au début de ce que j'aimerais. Mais on va travailler également différentes problématiques avec l'argent que je vois, que j'ai dans mes livres aussi, on les travaille aussi. Je dirais c'est très pratique, peut-être un peu moins poussé en termes de théorie de ce qu'il y a comme explication derrière, mais c'est très pratique et en tout cas, il a un très très beau succès. On a vendu largement plus de 10 000 exemplaires déjà en 2 ans, donc ça marche très bien. Super, bah ça je mettrai le lien Oui, ici en dessous pour que les gens puissent le voir. Et avant de clôturer ici cette interview, tu m'as parlé aussi d'un nouveau projet que tu as. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Un nouveau oui. programme, un nouveau webinaire qui va bientôt sortir? Alors tout à fait. Donc j'ai une partie de mes activités qui sont sur Internet. J'ai une formation qui s'appelle Amis avec l'argent. Donc encore une fois, c'est comment travailler au niveau de l'être pour changer son rapport à l'avoir et en l'occurrence à l'argent. Mais aussi, mais si tu veux, ce que je vois, c'est que toute cette démarche que j'ai, ça a un impact tellement plus large que l'argent. C'est que pour moi, ça change la relation de soi à soi. On est plus de meilleure estime de soi, plus d'amour de soi, plus de confiance en soi. On va parler des histoires d'imposteurs, comme tu parlais tout à l'heure. Donc tout ça. Et au fond, je travaille avec des cohortes, avec des groupes que j'accompagne pendant un certain temps. Et là, là au moment où on se parle, je lance un nouveau groupe, là maintenant, tout proche, dans les jours à venir, avec une conférence gratuite qui aura, je te donnerai le lien également, qui s'appelle justement Retrouver la sérénité face à vos finances, même en période d'incertitude, puisqu'au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Tout à fait. Dernière chose, c'est la fin de cette interview. Il te reste une petite minute. Est-ce que tu auras un dernier conseil, une dernière astuce, Oui. une dernière chose à dire à ceux qui nous Ouais. regardent ou qui nous écoutent en podcast? Alors oui, volontiers. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, si c'est le cas, c'est que nous avons vraiment quelque chose à comprendre. Moi, j'ai un rêve. Un rêve, c'est que nous soyons un maximum d'êtres humains d'offrir ce que mon épouse appelle notre diamant intérieur, notre meilleur, notre cadeau que nous avons, que nous portons en nous, de l'offrir au monde. Et parce que j'ai la croyance que plus nous serons nombreux à le faire, mieux notre société se portera. Donc moi, ma mission, c'est de tout faire pour que l'argent ne soit pas un frein, un blocage qui empêche chacun d'offrir son meilleur au monde. Ah bah super. Bah écoute, encore un grand merci pour ton temps. Avec C'était plaisir, vraiment Lucas. une chouette discussion. On se recroisera sûrement à mon avis parce que c'est vraiment un sujet aussi qui me passionne. Et bah, je n'ai plus qu'à te souhaiter bah, une bonne semaine. Bon courage Merci. pour cette fin de confinement et à très vite peut-être. Merci, Lucas. Plein de bonnes choses à Salut! toi aussi. Ciao.